Alors, on parle aujourd'hui toujours de vie de couple comme on l'avait fait la semaine passée, mais un peu pour rééquilibrer. Je vais dire les choses. La semaine passée, on a parlé de romantisme. Et les hommes ont été un tout petit peu indexés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, les femmes ne seront pas indexées, mais elles seront un peu dans un autre rôle, un rôle un peu différent. On parle de violence conjugale quand la femme est le bourreau. Je l'annonçais également à l'entame de l'émission, violence conjugale quand la femme est le bourreau. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'il faut prendre la clé des champs? Est-ce qu'il faut discuter? Nous en parlons avec nos invités. En plus de Stanislas Lincoln, juste en face de lui, je reçois Madame Blandine Vigan, conseillère matrimoniale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous étiez également là la semaine prochaine et il va nous rejoindre. La semaine passée, pardon. Il va nous rejoindre. Il est déjà également là, Claude Tingbe Azalou, qui est sociologue et qui va certainement s'installer d'un bout à l'autre. Alors, je commence par vous, Stanislas. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre des scènes de violence conjugale, que ce soit psychologique, physique, ou c'est la femme qui est le bourreau? J'ai vu des proches qui en ont été victimes, notamment la violence verbale, l'agression verbale et la outrance, c'est-à-dire c'est comme si l'homme n'a aucune valeur vis-à-vis de la femme, si bien que les enfants même ne considèrent même pas leur père. C'est difficile à vivre. Je veux comprendre. Verbal, c'est-à-dire les insultes, c'est ça? Les insultes, à n'en point finir, où on le qualifie de bon à rien, de va-nu-pied, bien que le monsieur se batte bec et ongle pour pouvoir satisfaire, répondre aux besoins de la famille. C'est un truc que j'ai vécu à proximité, c'est-à-dire c'était une famille voisine. C'est difficile à décrire en fait. Et comment il se comportait cet homme-là? Vous savez, pour des grands hommes quand on est en face d'une telle situation, quand on vit une telle situation, on vit ça en silence. Ils n'osent pas en parler parce que vous savez, surtout quand on est dans un milieu reculé où quand vous osez en parler, c'est comme si vous vous laissez avaler par votre épouse, alors que le monsieur tenait à sauver son couple et sa famille parce qu'il se dit, si je réagis, ça pourrait dégénérer, ça peut amener à la rupture et donc pour lui, pas question de se séparer. Il vivait cette douleur en silence, cette manière de le traiter, bien que des voisins en parlent, mais il ne voulait pas s'ouvrir, il ne voulait pas que la grande famille soit informée de cette situation. C'était difficile, mais bon. Ceux qui le connaissent des années, qui étaient si proches de lui, essayaient de lui parler, de lui dire, écoutez, quand ça ne marche pas, il faut quitter. Parce que déjà, quand ils voulaient se mettre ensemble, la grande famille n'était pas d'accord, puisqu'on connaissait la dame comme celle qui, entre griffes, terrorisait tout le monde, parce que son éducation aussi était tellement bien faite que ce qu'elle traîne comme femme ne tient pas à la route, comme on le dit, parce que dans ma culture, quand vous dites que vous êtes femme Yao, ça veut dire que votre souffrance a atteint 10 et que pour l'homme aussi a atteint 10. Et donc, ça fait 20 types de souffrances que vous allez vivre durant toute votre vie terrestre ensemble. Malheureusement, la dame n'a pas reçu une éducation digne de nom avant de rejoindre précipitamment, avant de fonder précipitamment le couple. Et donc, ça a commencé à capoter. Et l'homme, étant sage, étant âgé, ne pouvait que subir, en fait. Madame Vigan, on a beaucoup de cas de violence conjugale, on a beaucoup de cas où la femme est martyrisée sous toutes les formes possibles, violence verbale, économique, psychologique et pourquoi pas physique parfois, mais il y a de ces cas, je ne sais pas si ces cas sont rares, vous allez me le dire, où c'est la femme plutôt qui martyrise. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Bonjour chers téléspectateurs et le thème est très important. Aujourd'hui, la violence conjugale n'est plus
une histoire qu'on raconte, ça coule les rues. Il suffit d'être dans une communauté et de voir ce qui se passe à côté. Il y a la violence conjugale à l'encontre des femmes. On lutte contre cela. Mais à l'encontre des hommes, ce n'est pas souvent remarqué. Mais ça existe. D'accord. Et ce n'est pas rare. C'est même fréquent. Comment ça se manifeste, la forme que Stan a dit? Ou est-ce que les hommes sont battus aussi? Je sais pas. Non, les hommes ne sont pas systématiquement battus parce que l'échelle de la violence physique où on arrive à des coups, des claques et autres, c'est en deuxième position. À la première étape, c'est les violences psychologiques, verbales, économiques. Il y a des femmes qui veulent contrôler tout. Elle te met la pression. Elle te met la pression et ce n'est plus du romantisme. Elle t'appelle plus de 20 fois de 8h à midi. C'est pour voir ta position. Tu es dans quelle position? Fais-moi. Non, elle commence pas à contrôler. Fais-moi un audio. Réponds à mon audio. Je veux entendre ta voix. Juste pour voir quel bruit il y a autour de toi et arriver à la maison, tu seras victime de réprimandes. Il y a des femmes même qui disent, tu n'iras pas là-bas à moins que tu me passes sur le corps. Il y en a qui bloquent même la porte, isolent le conjoint, des violences psychologiques du genre. Tout se passe de telle manière que l'homme se demande à un moment, est-ce que c'est moi qui ai tort ou bien c'est elle? L'homme commence pas à se culpabiliser, il commence pas à douter de lui-même. Mais quand on suit un peu ces femmes, elles disent parfois que c'est parce qu'elles ont des émotions à fleur de peau, elles aiment tellement qu'elles ont peur de perdre cet homme-là. Donc autant le martyriser pour qu'il n'aille pas ailleurs. C'est ce qu'elles pensent, c'est ce qu'elles pensent, mais rapidement ça change. Parce que avant qu'elles ne deviennent agressives, il y a les périodes de tension qui sont alimentées. Et soit c'est l'homme qui rentre tard, on lui demande tu étais où? Il ne veut pas donner les justificatifs ou bien il en invente des choses et la femme dit non. Elle n'a pas confiance. Au fait, c'est ce qui est à la base. Elle n'a pas confiance à l'homme. Elle ne le croit pas dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'il dit et elle nourrit des préjugés à l'interne. Il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui sont, comme l'a dit Stanislas, il y a des femmes qui ont hérité cela à bas âge. Ils viennent de familles où les mères battent leur papa. Donc, elles ont vu ça très tôt. Il faut corriger les hommes parce qu'ils ont l'habitude de frapper les femmes. Est-ce que quand je suis devenue ta femme, là, je suis devenue ta mère? Encore qu'aujourd'hui, le châtiment corporel ne résout pas tout. Okay. Mais elles ne veulent pas en arriver là. Mais au fur et à mesure que les tensions sont là et les frustrations s'intensifient, elles en arrivent à là. D'accord. Monsieur Tingbe Azalou, comment déjà l'homme vit cette violence et sous quelle forme elle se manifeste? Est-ce que concrètement, dans nos sociétés, il y a des types ces types de violences et peut-être la violence physique? Ok, merci beaucoup de votre intérêt pour une telle question très importante pour la société. Bien sûr. Vous savez, la question de violence conjugale, quand c'est la femme qui est le bourreau, est un sujet tabou dans notre société. Pourquoi? Parce que l'homme a un ego? Dans notre société, l'homme est considéré comme le plus fort dans le couple. Et donc, quand un homme subit des violences, jusqu'à subir des violences physiques, il a de la difficulté à en parler. Il ne peut pas en parler, ni à un membre de sa famille, ni à un collègue de service, ni à un ami du quartier, ni à un ami d'enfance. Mais j'ai envie de demander comment il fait pour que sa femme le tape. Bonne question. Vous savez, c'est un sujet complexe. Il faut d'abord dire que les violences que les femmes exercent ou que certaines femmes exercent sur les hommes sont souvent des violences d'ordre psychologique. Il y a des travaux scientifiques réalisés en sociologie dans ce sens qui ont montré que la violence psychologique est l'arme fatale de la femme. Et j'ai envie de dire, c'est l'arme fatale de la femme pour détruire elle-même son foyer. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes en réalité sont victimes de cette violence psychologique. Et quand on parle de violence psychologique, je vous donne un petit exemple. Quand la femme refuse toute communication, c'est une violence? C'est une violence. Elle boude. C'est-à-dire quoi? Il y a un temps pour bouder. En réalité, tout problème se résout à travers la communication. Évidemment. Si vous notez un problème, vous n'en parlez pas à votre mari se met dans les dispositions pour échanger, pour régler le problème.
Mais vous refusez de communiquer, vous le boudez pendant 1, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça devient des semaines. Le mari peut développer ce qu'on appelle en psychologie de la psychosomatisation. C'est ça qu'on appelle en réalité, il y a une autre composante qu'on appelle haïmaison, en fond, une violence psychologique. Le mari commence par se poser des questions. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi elle se comporte de cette manière? Et dès que le mari commence par se poser ce genre de questions, il ne trouve pas de solution, son rendement au niveau professionnel baisse. Il commence par développer la psychosomatisation. Les symptômes de maladie d'hypertension commencent par apparaître. Les symptômes de maladie d'AVC commencent par apparaître, ainsi de suite. Et si l'homme ne se prend pas vite au sérieux, il risque de tomber malade et de partir. Mais il faut dire qu'avant d'abord d'accuser les femmes, il faudrait que l'homme lui-même, dans son foyer, adopte une posture presque irréprochable. Quand on dit presque irréprochable, il faudrait que dans l'attitude de l'homme, qu'il ne laisse pas des raisons à la femme d'exercer une forme de violence. Donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, quand la situation arrive à cet extrême, il faut déjà mettre les pas dans un certain nombre de procédures pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est une situation extrêmement sérieuse qui, quand on ne prend pas vite les dispositions, ça fait dégénérer les familles et par conséquent les sociétés. D'accord. On se rend compte, quand on écoute les différentes interventions, Stanislas, que la femme n'a pas toujours conscience d'être en train de faire des violences, parce que lorsque ça devient psychologique, c'est peut-être un caractère un peu extrême qu'elle a, ou lorsqu'elle se referme, elle boude. Mais on se dit... souvent, lors du choix du conjoint, on se dit peut-être, je la connais avec tous ses défauts, mais je décide de vivre avec. Je sais qu'elle est exécrable, je sais qu'elle est invivable, je sais qu'elle est impolie, mais je vais travailler son caractère. Cela arrive, n'est-ce pas? Oui, c'est ça le revers de l'amour. Quand vous dites que vous aimez... Mais pourquoi s'en plaindre après? Oui, quand vous dites... vous avez fait un choix. En fait, dans toute relation, ou quand vous vous engagez avec quelqu'un et ça ne vous plaît pas, il faut partir. C'est très simple. En fait, c'est trop facile. Oui, je ne suis pas de cet avis. Ceux qui pensent que parce que je l'aime, elle va changer. Je ne suis pas de cet avis-là. Même quand il s'agit d'une femme qui décèle au niveau de son amant, qu'il n'a pas les comportements auxquels elle s'attendait, à un moment donné, il faut lui dire la vérité, partir, en fait. Le problème est que quand on est en relation, on se cache beaucoup de choses. On masque sa vraie personnalité. Mais une femme qui est aussi à fleur de peau, si vous la laissez, qu'elle fait une dépression ou qu'elle pense peut-être à mettre fin à ses jours. Non, ça n'arrivera pas. Il faut trouver la formule. Il faut dialoguer, il faut échanger avec la personne. Moi, je connais un ami à moi qui a rompu avec sa copine, ça n'a même pas fait 4 mois. Et le gars, il essayait tout le temps de communiquer avec la fille pour pouvoir essayer de la convaincre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui travaillent déjà, ils sont en copinage, fiancés, je pourrais dire même, puisqu'ils sont à quelques jours du mariage. Et le monsieur, il discutait tout le temps avec la dame. Vous avez tel comportement que je n'apprécie pas, j'aurais souhaité, avec la manière, avec la douceur, j'aurais souhaité que vous essayiez de changer. J'aurais voulu que ça soit ceci ou cela. Mais la dame n'était pas disponible à l'écouter. À un moment donné, c'était une sorte de dépression pour cet ami-là. Et tout le temps, j'étais à ses côtés, on discutait, je le conseillais. À un moment donné, il dit, Stan, si je ne pars pas, je risque de finir ma vie jeune. Et ça peut arriver. Dans le même cas, je connais aussi un autre ami qui s'est marié l'année dernière. C'était arrivé, en fait. C'est-à-dire, quand vous êtes proche du mariage, c'est en ce moment qu'on décèle les vraies facettes de l'un de l'autre. Parce qu'on se connaît suffisamment et on se dit, on n'a plus rien à se cacher. Donc, on peut se dire la vérité. On commence par déceler la vraie personne, parce que chacun de nous a au moins 3 ou 4 personnalités. Ma personnalité publique n'est pas forcément ma personnalité intime. Donc, l'année dernière, ils étaient à 3 mois du mariage, ça allait capoter. L'ami est en situation dans l'Atlantique, la femme est en situation au nord. Je ne me rappelle plus le département exactement, mais à quelques mois du mariage, c'était devenu invivable pour cet ami-là. Il voulait vraiment quitter. Quand on a discuté,
Et la dame aussi a reconnu ses torts. Il dit, c'est vrai, tu as raison de me souligner telle chose. Je vais faire l'effort. Ils se sont entendus. Et les reproches que l'un ou l'une a fait à l'autre, ils se sont entendus. Et finalement, le mariage a lieu. La dame aujourd'hui est en état. C'est pour dire en réalité qu'il faut s'écouter, il faut communiquer, il faut échanger. Quand ça ne va pas, quand vous vous préparez à vous s'unir et que ça ne va pas, il faut dire la vérité. Pour vaincre, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais il faut dire la vérité. Il faut disposer à la communication. Je retiens que c'est revenu 2 fois. Il faut communiquer et tout. Donc, quand on suit l'exemple de Stan, la communication a un peu réglé le problème. Est-ce qu'on est toujours disposé, quand on est de nature un peu bouillante, j'ai envie de dire, à écouter l'autre et à accepter ses torts également? C'est de ça qu'il s'agit. En tant que femme. Oui, je vais dire que quand on est bouillante, c'est difficile d'écouter. Il faut communiquer. C'est difficile de revenir à de parfaits accords pour écouter l'autre, se justifier. Mais dans le processus de violence, il arrive des moments où la personne qui est violente commence par se poser des questions. Et veut essayer de justifier ses actes. Il y a des femmes qui regrettent. Elles finissent par regretter pour dire non, je ne savais pas, excuse-moi. Mais c'est un effet rond. Quand elles s'excusent, la réconciliation a lieu. Il y a un peu d'accalmie, mais ça reprend. Je ne vous arrête pas. Mais si c'était s'excuser seulement, ça serait intéressant. Mais quand elle brandit comme l'âme fatale, la victimisation, c'est que vous êtes foutu. Parce qu'elle se positionne, elle se retrouve dans une position de victime. Mais il faut dire souvent que même la personne qui est victime là, parfois se culpabilise et pense que c'est lui qui analyse les faits autrement. Donc, avant de pouvoir communiquer, il faut que les 2 parties puissent se retrouver dans leur position. À quel moment on se retrouve si, par exemple, moi je suis très fâchée et que mon conjoint subit ça comme une violence, par exemple? Oui, quand nous avons, et le sociologue a parlé tout à l'heure, il a parlé de la honte au niveau de l'homme pour pouvoir montrer qu'il est en effet faible devant sa femme. À quel moment ils peuvent discuter dans cette condition? Il subit pendant un long moment d'abord. Et la personne qui pose des actes agressifs, elle en pose même. Et à un moment donné, la personne qui est victime se sent dos au mur. Il y a un chant que les Porte-Noviens chantent souvent, dit que quand vous poursuivez le poisson jusqu'à vous retrouver face à la mer, là, qu'est-ce qui suit? J'ai oublié la fin là. Bref, quand vous vous retrouvez devant la mer, c'est que c'est foutu pour vous. Donc, quand la personne qui subit jusqu'à un niveau donné, il fait face à la situation. Et quand il réagit d'une manière, la personne violente ne s'attend pas à cette réaction. On voit même parfois des hommes dire « je vais me séparer de toi ». Mais la personne violente continue toujours dans sa posture en disant que tu n'iras nulle part. Parce qu'elle a eu le temps de te contrôler, de te maîtriser à fond. Alors, dans cette condition, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Justement, parce que la séparation n'est pas toujours évidente. Oui, il y a l'amour qui est là, malgré tout ce qui se passe. Est-ce qu'elle ne va pas mettre en œuvre, je ne sais pas, tous les moyens pour vous empêcher de... Elle le fait. Il y a les dimensions spirituelles aussi qui font partie de la violence conjugale. Et on voit des femmes, il y a l'artiste qui a chanté Tobole, Tobole, Tobole. Elle voulait aller faire aimer par son mari, mais elle a tué le mari. Il y a un autre qui dit... Il a tendu un piège là, lui a fait croire que quand tu vas te fâcher contre moi, tu appuies tout doucement. Tu es trop fâché, tu appuies fort. Et elle est tombée dans son propre piège parce qu'elle n'a pas pu gérer la colère à son niveau. Donc, dans ces conditions, il faut que la femme puisse, à un instant T, se reconnaître comme une personne humaine et considérer son conjoint. Considérer que l'homme qui est à côté de lui est issu d'une famille, a reçu une éducation et pense aussi à l'avenir de ses enfants. Et donc, prenne du recul dans toutes ces façons d'agir. Prenne du recul et décide vraiment d'amorcer le chemin de la réconciliation. Décide d'amorcer le chemin de la réconciliation. Je suis curieuse de savoir, monsieur le sociologue, quelle est la limite? Parce qu'à quel moment, déjà, ça devient violence? Parce qu'on nous dit déjà en couple, ça ne manque pas les petites disputes, on va se bouder quelques petits jours, on va avoir des éclats de voir très rapidement. À quel moment on considère ça comme une violence? Bouder, déjà, c'est une violence psychologique. Bouder pour 5 minutes, c'est une violence. Bouder, je suis sûre que Madame Blondine pour 5 ne sera pas d'accord.
pour 5 minutes. Quand ça devient répétitif. Mais quand ça devient 24 heures, plus de 24 heures, bouder, c'est déjà une violence psychologique. Que ce soit l'homme qui boude ou la femme qui boude, c'est déjà une violence psychologique. On comprend, hein, vous brandissez la communication. Tout le On ne s'amuse pas avec ce genre de choses. Parce que bouder ta femme ou bouder ton mari peut déjà créer un AVC chez l'autre personne. Donc, il faut faire ou peut déjà pousser l'autre à commettre l'irréparable. Donc, c'est pas, en fait, le foyer n'est pas un terrain de jeu. C'est un terrain très dangereux. Et avant déjà de s'y aventurer, il faut être suffisamment mature. C'est pas une affaire de garçon et de fille. C'est une affaire de... Non, pas âge, parce que vous en avez qui ont 50 ans, qui sont des hommes, mais qui ne sont pas encore suffisamment matures. Bien sûr. Sur le plan du foyer. Voilà, du foyer. Donc, c'est une affaire de hommes et de femmes. D'accord. Il ne faut pas aller à plus de 24 heures en boudant un homme ou une femme. D'accord. C'est déjà une violence. Ok. Et concernant les autres violences, quand est-ce qu'on est dans l'abus? Quand est-ce que lorsque je fais des reproches, je me rends compte que j'agis sur le psychique de l'autre? Quand est-ce que lorsque je donne 2-3 tapes, je me rends compte que j'abuse de lui physiquement? Déjà, quand vous influencez négativement l'intégrité physique de la personne, c'est déjà de trop. D'accord. Les travaux en sociologie nous parlent même, au niveau de la femme, de l'usage de pilons. Ah oui. Oui, il y en a, écoutez, il y en a dans la société. Oui. Il y a des femmes qui mettent leur mari dans bassine. À Calabi, on a même mutilé l'organe du mâle et du conjoint. Parce qu'il est allé chercher une autre femme à l'extérieur. On lui a coupé. Mais il dormait ou quoi? Il dormait. Ah là là, et la femme a utilisé le couteau et l'a fait à chaud comme ça. Il y a de cela 1 an ou 2 ans, on a appris une malheureuse affaire où une dame aurait, avec une hache. Donc, déjà, où vous portez atteinte à l'intégrité physique de la personne, c'est déjà très grave. Mais il y a une erreur qui est générale. C'est que on ne prend pas suffisamment de temps pour connaître le minimum le partenaire. Parce qu'il faut faire un check-up. Mais on peut vous dire, l'autre peut faire semblant. Hein? Voilà aussi une autre difficulté. Quand la femme décide vraiment de faire semblant, c'est très difficile pour l'homme de détecter. Parce qu'en réalité... Ou l'homme aussi, c'est vrai qu'on parle des femmes, mais ça va dans les deux sens. Le domaine de l'amour, c'est le domaine de la femme. La femme est beaucoup plus puissante que l'homme en amour. D'accord. Selon le sociologue. Si l'homme décide de cacher, la femme a 80% de chances de déceler. Mais si la femme décide de cacher, l'homme n'a que 20% de chances de déceler. Tout à fait. Donc, les femmes ont une intuition. Il faut déjà, avant d'aller dans le foyer, vérifier un peu l'état psychologique de la femme. Parce qu'une femme très bouillante, ça peut être la résultante d'un certain nombre de déception ou de dépression familiale qu'elle aurait peut-être vécue avant de venir dans le foyer. Mais dans ce cas, il faut la supporter. Il faut essayer de la cajoler, lui dire, je sais que tu as subi des déceptions, même quand tu me frappes, je te comprends, je vais t'accompagner, tu vas finir par changer. Oui, mais là, ça va être difficile pour l'homme. Il va devoir se faire accompagner par un thérapeute de couple. C'est clair. Madame Vigan, avant de venir à vos Stan, Madame Vigan, on a cité ces exemples-là où la femme a fait ci ou ça. À quel moment, selon vous, j'ai eu l'avis du sociologue, maintenant l'avis de la conseillère, à quel moment on tombe dans l'abus? Dans nos petits travaux quotidiens, disputes, boudées, etc. Oui, je suis d'avis avec le sociologue sur le fait de bouder une journée déjà. C'est déjà une violence psychologique. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que la répétition de ces actes-là, quand ça devient fréquent, alors attention. On est déjà victime de l'abus. Lorsqu'on tape plusieurs fois, lorsqu'on agit psychologiquement... Avant qu'on ne tape, il y a beaucoup de choses qui est déjà fait. Le ton de t'adresser à elle, à lui, la manière, les cris intempestifs. Et tu vas voir que cette femme ou bien cet homme, tout le temps, est énervé. Mais on ne sait pas ce qui l'énerve. Il n'y a pas le comportement que tu vas avoir et tu vas te sentir une fois à l'aise dans ce couple. Ça devient très fréquent et répétitif. Tu es déjà victime d'un abus, d'une violence
psychologique et verbal. C'est d'abord verbal et psychologique, l'isolement. Il fait des choses pour t'empêcher de voir des gens parce qu'il veut voir est-ce que tu vas raconter ce qui se passe dans ton ménage. Elle commence par vérifier ton portable. Tu as parlé à qui? Qui t'a envoyé de messages? Même tes appels. Et aujourd'hui, elles ont constaté même que les hommes écrivent le nom des sommes pour femmes. Pierre, alors que c'est Pierrette qui est en train d'appeler. Oui. Donc, elle t'espionne. Elle va même jusqu'à placer ton numéro sur écoute. Et quand tu es victime de ça, elle te punit sévèrement. Donc, à partir de ce moment, tout ce que tu fais, tout geste qui est posé dans le sens de nuire et qu'on ne se corrige jamais, c'est déjà un abus. Mais on vous dira, Stanislas, que quelque part, c'est l'homme qui a cherché. Pourquoi il appelle des femmes? Pourquoi lorsqu'il quitte le service, au lieu de rentrer directement, il va peut-être prendre une bière avec ses amis, etc. Elle vous dira, c'est vous qui l'avez provoqué. Peut-être qu'elle n'était pas comme ça. Vous l'avez poussée à devenir violente. Absolument, je suis d'accord. Parce que la femme qui réagit de la sorte, elle veut préserver son foyer, elle veut préserver son homme. C'est l'expression de son amour. Mais quand ça devient de trop, ce n'est plus agréable. Parce qu'il y a de ces femmes qui sont excessivement possessives. Est-ce que c'est la possessivité? Est-ce que c'est la possessivité souvent qui pousse à ça? Il y a la possessivité aussi. Il y a plusieurs raisons. Mais il y a la possessivité en fait, parce que c'est l'obsession même. Ce n'est plus de l'amour. C'est de l'obsession. Donc ils sont possessifs, c'est ça? Donc, comme elles sont possessives, elles n'admettent pas que quelqu'un d'autre puisse partager sa vie avec son amour. Et c'est normal. Si j'étais à sa place, en tant que femme, je ne tolérerais pas cela. Quand vous êtes du oui pour le pire et pour le meilleur, c'est que vous l'avez trouvé belle. Et lui, elle vous a trouvé beau. Donc, pourquoi alors chercher à faire de jeux de cache-cache? Non, le problème, ce n'est pas seulement le temps est des petits gestes dont vous parlez, mais l'interprétation qui suit. C'est vrai qu'on va protéger son amour et tout ça, mais on a quelle idée derrière la tête? Vous allez sortir avec votre conjoint, vous surveillez même son regard. Arrivé à la maison, vous lui reprochez pourquoi il a tardé en regardant cette femme. Dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui sont malades et qui ont besoin d'être examinées. Parce que psychologiquement, ça ne va pas. Justement, on nous dit, on a un téléspectateur qui dit que spirituellement, l'homme que la femme aurait laissé au cours des fiançailles peut créer des disputes entre mari et femme spirituellement. Donc peut-être c'est un fiancé jaloux, laissé pour compte, qui pousse cette femme. Donc dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas supporter la femme pour ne pas donner raison à ce fiancé jaloux? Vous pouvez même, je dirais pas aller jusqu'à mourir, mais accepter de vivre ce mal-là en tant qu'homme pour soutenir votre femme pour que ce fiancé n'ait pas raison d'elle. Pas accepter de vivre ce mal, se mettre au-dessus du mal. D'accord. Pour chercher la solution. Et si elle ne change Parce que jamais. Ça peut être un ancien fiancé, ça peut être aussi la famille, ça peut être quelqu'un de la société. Donc, il faut se mettre au-dessus de la situation. Donc, il ne faut pas prendre une décision tout de suite. Voilà. Malheureusement, le temps est complètement parti. On a 15 secondes chacun pour conclure. Je commence par vous, Stanislas. C'est difficile de subir et de ne rien dire. Mais quand cela arrive, il faut réfléchir, comme mon nom de famille. Parce que quand vous réfléchissez très bien, vous allez trouver des solutions. Nous sommes dans un contexte africain, béninois. Quelqu'un d'autre peut être instigateur, il peut provoquer cela de loin. Donc, il faut vraiment réfléchir pour voir si est-ce que la solution, ce n'est pas spirituel, mais c'est médical en fait. Parce qu'il peut être aussi... Psychologique. Oui. Bien sûr. Madame Vigan, pour conclure. La violence est un problème humain qui n'est pas lié au sexe, c'est pas sexué. Donc, elle peut venir du côté de l'homme comme de la femme. Et quand on se retrouve dans l'un des contextes, il faut vraiment travailler à pouvoir faire ramener la paix. Il faut que j'ai conscience que je suis violente. Voilà, il faut que j'arrive à être consciente que je suis violente ou bien être consciente que je suis violente et que je fasse les démarches qu'il faut pour ramener la paix dans mon ménage, réinstaurer la communication, poser des actes pour ramener la confiance, mettre en condition la personne qui est l'agresseur pour calmer son agressivité et ramener le calme et la vie paisible. Tout le monde a eu des conseils. Pour finir, M. Tingbe Azalou, je conclue par vous. La communication. Vous avez beaucoup parlé de communication sur ce plateau. Effectivement, il faut d'abord se mettre dans une posture qui ne favorise pas la violence chez la femme et il faut après aller à la communication. Si ça ne marche pas,
il faut voir un thérapeute de couple et vérifier si par hasard il y a des raisons spirituelles aussi pour voir un guide spirituel pour pouvoir en fait solutionner. Ben, si ça persiste, vous savez, il y a l'instinct de survie, malheureusement. Il faut aller d'abord en famille, au niveau de la belle famille, pour voir quelles sont les possibilités. D'accord. Et si vraiment il n'y a pas de possibilité, bon. Je retiens, moi, que les conseils vont dans le même sens pour la femme. On vous dit, quand vous sentez que votre vie est en danger, si vous voulez survivre, bien évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toujours est-il que la personne violente doit avoir conscience qu'elle est violente et surtout chercher à guérir. Nous avons eu beaucoup de conseils sur ce plateau. Se remettre en cause, se calmer, la communication par-dessus tout. Merci beaucoup, chers débatteurs. J'aurais voulu vous garder plus, malheureusement. Le temps, il est complètement parti. Alors, je vous raccompagne. Vous restez Stanislas pour le quiz avec mesdames. Au revoir, chers débatteurs.